Merci de nous rester fidèles sur Freka TV. C'est l'heure de la revue de presse sur la télévision panafricaine. Et pour commenter dans quelques instants, nous recevons sur ce plateau notre invité, Monsieur Simon Yefou. Nous allons donc débuter cette nouvelle édition de la revue de l'actualité africaine au Cameroun avec l'hebdomadaire d'information et d'analyse L'essentiel du Cameroun qui titre à sa une Nord-Ouest, Sud-Ouest Camto, intimidé, le Cameroun dit non à l'Union européenne. Le même journal nous fait savoir que l'Union européenne entend mettre l'embargo sur les ventes d'armes au Cameroun et se propose de saisir le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la crise anglophone. La suite à lire en page 3 du journal. Toujours au Cameroun, Génération Libre, le bi-hebdomadaire d'information en parle, mais sous un autre angle, celui d'un complot éventré, et propose un dossier à ce sujet à lire exclusivement. Jeune Afrique, quant à lui, fait large écho de Guillaume Soro et le magazine s'interroge, Soro peut-il rebondir? D'après le magazine, l'ex-président redevenu simple député est en pleine traversée du désert. À 1 an et demi de la présidentielle, il ne semble pourtant guère disposé à s'effacer. La suite à lire rien que dans votre journal, dans votre magazine hebdomadaire international. Poursuivons notre revue de l'actualité africaine en Afrique australe avec le Sunday Times. Dans son édition du dimanche 21 avril 2019, il écrit Escom SOS de Tito à Ramos. L'hebdomadaire sud-africain nous apprend que la finance a été mise à rude épreuve pour l'Escom qui est une compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité alors que l'État sud-africain s'engage avec des fonds d'urgence. Maria Ramos, l'ancienne PDG d'Absa, qui est un fournisseur de services financiers sud-africains proposant des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, est appelée à diriger le processus explosif consistant à séparer Eskom en 3 composantes, alors que le fournisseur d'énergie a failli imploser financièrement ces derniers jours. Le Trésor rejette les budgets para-étatiques gonflés et vagues, nous informe la une de Business Daily au Kenya. D'après le journal, les organismes publics sont tenus d'entreprendre des projets prioritaires qu'ils peuvent ordonner. L'approbation des budgets 2019-2020 des sociétés d'État a souffert d'un contretemps après que le Trésor ait rejeté la plupart d'entre elles, invoquant un dépassement des limites de dépenses et des plans de dépenses ambigus. Du côté du Zimbabwe, le journal Chronicle publie « Le président espère en l'économie » car d'après cette presse zimbabwéenne, la plupart des entreprises exposant au Zimbabwe International Trade Fair de cette année mettaient la touche finale à leur stand hier avant le salon qui débute demain à Bulawayo, ayant donc connu un intérêt remarquable de la plupart des exposants. Cela contraint les organisateurs à l'exposition à monter des tentes pour accueillir les stands d'exposition. La suite dans votre journal. Fraternité Matin en Côte d'Ivoire publie comme grande une, la Banque mondiale accorde 245 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le financement de la santé, de la gouvernance et l'enseignement supérieur. Le Temps, toujours en Côte d'Ivoire, quant à lui, nous informe à travers sa une que Laurent Gbagbo a reçu vendredi dernier Michel Amani Nguessan, cadre du Front populaire ivoirien. Au cours de cette visite, le camarade Amani Nguessan a insisté sur le fait qu'il est venu se mettre à la disposition du président Laurent Gbagbo, qu'il reconnaît comme étant le président du Front populaire ivoirien, et a affirmé que le combat n'était pas encore achevé. Des bandits armés et des ravisseurs se poursuivent dans les États de Zamfara, Kaduna et Katsina, en dépit des opérations de sécurité en cours visant à éliminer les criminels, parle le Sunday Trust Nigeria, dans son édition du 21 avril 2019. Le journal précise également que dans le gouvernement local d'Anka, les habitants se plaignent du fait que les enlèvements sur la route
Dan Kourmi-Bagdega Anka sont devenus d'une affaire quotidienne. Sortons de ce panorama de la presse africaine en Afrique du Nord avec le quotidien indépendant El Watan qui publie en grande une le 39e anniversaire du 20 avril 1980 célébré en plein Irak, un printemps pas comme les autres, et vous recommande un dossier de 3 pages à lire exclusivement. De retour donc sur ce plateau, nous allons traiter quelques sujets phares avec notre invité ici présent sur le plateau, M. Simon Yefou. Bonjour. Bonjour Suzanne et merci de m'avoir invité sur votre plateau de la revue de la presse ce matin. Et je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les panafricanistes de Frika TV qui nous regardent ce matin. Merci. Oui, Monsieur Simon Yefou, nous avons que quelques minutes pour traiter quelques sujets phares. Alors, nous allons traiter l'essentiel du Cameroun, la une de l'essentiel du Cameroun. Que dites-vous sur l'embargo que veut mettre l'Union européenne sur la vente des armes au Cameroun? Oui, Suzanne, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances, les condoléances les plus attristées à toutes ces familles endeuillées au nord-ouest et au sud-ouest par cette crise qui a été fabriquée de toutes pièces alors qu'on aurait pu résoudre ce problème-là pacifiquement. Toutes ces écoles brûlées, tous ces hôpitaux incendiés, tous ces enfants qui ne partent pas à l'école, toutes ces familles déplacées. Et pour la première fois de l'histoire, on entend parler des réfugiés camerounais dans un pays voisin, alors qu'habituellement, ce sont les habitants des pays voisins ou lointains qui fuyaient pour venir se réfugier au Cameroun. Donc, cette crise-là qui a été fabriquée de toutes pièces aurait pu ne jamais exister. Et par rapport à votre question, Suzanne, cet embargo supposé de l'Union européenne sur les armes à destination du Cameroun, j'ai dit a priori qu'on ne peut pas mettre sur la même table un État légalement constitué et des groupes ou bien des groupuscules qui ont pris la résolution de prendre les armes pour aller en guerre contre l'État. Bon, j'aurais pu comprendre que l'Union européenne décrète un embargo sur les armes à destination de ces régions-là. Ouais, parce que comme on nous montre souvent les images, nous voyons des armes parfois sophistiquées que ces gens-là utilisent. Ces armes-là sortent d'eau. Ça veut dire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui font tout pour les ravitailler en armes, malgré la surveillance de la frontière. Nous savons que le Nigeria, généralement les armes passent par le Nigeria. Le Nigeria a essayé d'instaurer des contrôles au niveau de la frontière. Malheureusement, la frontière entre le Cameroun et le Nigeria est très longue, pratiquement 2000 km de frontière maritime et terrestre. On ne peut pas la surveiller de manière absolue. Donc, il y a des armes qui parviennent à s'infiltrer, à traverser pour se retrouver dans cette région. On pouvait comprendre que l'Union européenne décrète un embargo sur les armes à destination de ces groupes qui ont pris la résolution d'aller en guerre contre l'État. Mais dire qu'on décrète un embargo sur les armes à destination d'un État souverain, c'est incompréhensible. Et je dirais aussi que dans le monde, j'ai eu déjà à le souligner, sauf à part Omar el-Béchir qui a accepté de donner l'indépendance à une partie du Soudan. Aucun autre pays du monde jusqu'à présent n'a accepté de donner l'indépendance à une partie de son territoire parce que les habitants de cette partie-là ont pris les armes pour aller en guerre contre la République. Je prends souvent l'exemple, même en Europe, on entend parler des séparatistes basques qui ont pris les armes contre l'État espagnol et qui ont dû décréter la paix quand ils se sont rendus compte que c'est une voie sans issue. Il y a l'Irlande du Nord en Grande-Bretagne, vous avez la Corse en France, vous avez le Kurdistan, vous avez même les séparatistes tamouls au Sri Lanka. Les séparatistes tamouls, c'était la guérilla la plus puissante du monde
Vous imaginez, ils étaient plus puissants que nos sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. Vous imaginez des rebelles au Sri Lanka qui avaient une aviation, qui avaient des bateaux de guerre, qui avaient décidé de diviser le Sri Lanka en proclamant l'indépendance du Nord. Malheureusement, mal leur en a pris parce que cette rébellion a été finalement écrasée. Il y a des exemples historiques que nos compatriotes auraient pu prendre pour ne pas s'engager dans cette aventure. Et déjà, nous sommes sur une chaîne panafricaine. Nous estimons que 54 États sur un continent de 30 millions de kilomètres carrés, c'est trop. Et on est en train de vouloir créer un 55e ici au Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une tâche, c'est-à-dire toutes ces vies sont véritablement perdues, c'est-à-dire c'est un grand gâchis. Et tout finira autour d'une table de négociation. Parce que dès le départ, il était question de modifier la forme de l'État. La forme de l'État, on sait que de 1961 à 1972, la forme de l'État était fédérale, mais après, il y a eu l'État unitaire. Bon, il est question de peut-être de retourner sur la table pour voir s'il faille encore trouver une autre formule de cohabitation. Parce que il ne faut pas quand même oublier, c'est-à-dire les deux régions, les deux Cameroun, Cameroun francophone et Cameroun anglophone, sont restés séparés pendant 45 ans, de 1916 à 1961. Et pendant les 45 ans, chaque partie du Cameroun a cultivé une certaine manière de vivre. Donc, et quand ils se sont remis ensemble, donc toutes ces habitudes ne pouvaient pas être supprimées d'un coup de crayon ou bien d'un coup de stylo. Vous voyez? Donc, il était question de trouver une formule convenable. Bon, il est question donc de dire que la formule qui a été trouvée en 1961 à la conférence de Fumban n'arrange pas tout le monde. Il serait temps de trouver une autre solution, mais on a l'habitude de voir cette histoire de communauté internationale. Les donneurs de leçons, ils interviennent souvent pour sauvegarder leurs intérêts, leurs propres intérêts, pas les intérêts des populations concernées. Donc, si l'Union européenne veut décréter l'embargo, ça doit être à destination de ces forces obscurantistes qui ont pris les armes pour aller en guerre contre l'État et pas dire contre un embargo contre l'État qui a une armée légalement constituée qui doit garantir la souveraineté ou bien l'intégrité territoriale du territoire. C'est ce que je voulais dire par rapport à cela, Suzanne. Et l'Union européenne qui compte saisir l'Organisation des Nations Unies sur la crise sécuritaire qui sévit dans nos parties anglophones. Quel commentaire ça vous inspire cela? Bien, Suzanne, je viens de le dire, cette crise sera résolue entre Camerounais. Nous savons que l'Union européenne, qui dit vouloir saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour résoudre la crise au Cameroun. Bon, pour le moment, j'estime que ce sont les Camerounais et les Camerounais seuls qui ont la solution à ces problèmes. Et généralement, je me méfie beaucoup des interventions, parfois des interventionnismes du Conseil de sécurité qui a le bras armé qu'on appelle les casques bleus qu'on envoie partout dans le monde pour essayer de maintenir la paix. Or, on se rend compte que depuis la création de l'ONU, le 26 juin 1945 à San Francisco, les casques bleus ont été envoyés partout dans les 4 coins du monde. Mais finalement, on se rend compte que les casques bleus, quand ils interviennent dans un État, parfois, c'est pour multiplier même le problème qu'ils ont trouvé sur place, c'est-à-dire aggraver le problème. Et nous avons le précédent, le 6 avril dernier, on a fêté le 25e anniversaire du début du génocide rwandais, le génocide rwandais qui avait commencé en présence des casques bleus des Nations Unies. Et dès que le génocide a commencé, tous les experts ont dit que les casques bleus présents auraient pu arrêter le génocide. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés
ils ont fui, ils ont accouru vers les aéroports pour prendre les avions à destination de leur pays, laissant le pauvre Rwanda à son triste sort. Bilan, 1 million de morts, soit 10 000 morts par jour pendant 3 mois. Vous rendez compte? Ça veut dire que si le Conseil de sécurité des Nations Unies se mêle à cette crise camerounaise qui aurait pu être résolue entre Camerounais, ce sera pour l'aggraver. Et nous avons aussi le précédent libyen. C'est une résolution, la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été votée le 17 mars 2011, qui a donné le feu vert à l'OTAN d'aller protéger les populations civiles libyennes par les bombes. Bilan, voilà la Libye qui est devenue un non-État. Donc, compte tenu de tous ces précédents et beaucoup d'autres que je pourrais vous citer, l'Union européenne n'a pas à demander au Conseil de sécurité de faire quoi que ce soit pour le Cameroun. Bien sûr, la crise est en train de s'enliser. À un moment donné, les protagonistes, ceux qui ont pris les armes pour combattre l'État en vue de créer le 55e État africain, comme je viens de le dire, doivent faire le premier saut, déposer les armes. On ne peut pas dire à l'État de déposer les armes le premier, parce que c'est l'État qui a été attaqué, agressé, voyez, par ceux-là qui veulent le diviser. On ne peut pas mettre au même pied d'égalité des forces qui ont pris les armes contre l'État et l'État lui-même. Donc il est question que les Camerounais et les Camerounais seuls, et il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises à ce sujet, pourront trouver une solution. Et je me rends compte que généralement, quand l'histoire qu'on appelle communauté internationale, quand ils interviennent quelque part, c'est souvent pour aggraver le problème au lieu de le résoudre, au lieu de l'atténuer, Suzanne. Merci, Monsieur Simon Yefou. Mettons maintenant le cap sur la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que Guillaume Soro pourrait être président un jour de la Côte d'Ivoire? Oui, Suzanne, bon, je ne lirai pas sur une boule de cristal, mais compte tenu en tant qu'historien, généralement, on se base sur les faits passés pour essayer d'écrire, pour prévoir ce qui pourra se passer dans un futur proche ou lointain dans ce pays frère qu'est la Côte d'Ivoire. À propos de Guillaume Soro, bon, nous savons comment il a commencé son aventure jusqu'à être au perchoir, président de l'Assemblée nationale et deuxième personnage de l'État. À un moment donné, il était le successeur constitutionnel du président de la République. Mais comme les humeurs entre les deux protagonistes, le président Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, comme ils ne s'entendaient plus, il était question que chacun prenne ses distances. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez que Guillaume Soro, en tant que secrétaire général des Forces Nouvelles, c'est-à-dire cette rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, à partir du début des années 2000 sous la présidence de Laurent Gbagbo. Et finalement, il y a eu la réconciliation nationale. Les deux Côte d'Ivoire qui étaient divisées se sont réunifiées. Et il y a eu les élections de 2010 avec une crise post-électorale. Et à la suite de cette crise post-électorale, Guillaume Soro a pris fait et cause pour le président Alassane Dramane Ouattara parce que ce sont ces forces nouvelles épaulées par l'armée française qui ont finalement vaincu l'armée qui était autour du président Laurent Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et maintenant, Alassane Dramane Ouattara, il paraît qu'il y aurait des accords secrets, une entente secrète qui était entre les deux hommes, selon lequel, après sa présidence, Alassane Dramane Ouattara devait laisser le pouvoir à Guillaume Soro. Mais quand celui-ci se rend compte que cet accord n'est pas en train d'être respecté, c'est cela qui l'a amené à vouloir prendre ses distances et chercher une autre manière pour conquérir le pouvoir suprême. Je suis sûr que c'est dans sa tête, c'est-à-dire le pouvoir suprême en Côte d'Ivoire.
Et puisque tout a commencé avec l'amendement de l'actuelle constitution de Côte d'Ivoire, qui a créé un poste de vice-président de la République, tout le monde s'attendait à ce que cette place soit confiée à Guillaume Soro, mais peut-être comme les inimitiés entre les deux hommes s'étaient accentuées, Alassane Dramane Ouattara a choisi quelqu'un d'autre pour lui confier ce poste-là, qui lui confère le rôle de président par intérim en cas de vacance du pouvoir. Et Guillaume Soro a refusé d'entrer dans le RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, que le président Alassane Dramane Ouattara a créé et qui a aussi abouti à une brouille entre l'autre allié qu'il a porté au pouvoir, c'est-à-dire le PDCIRDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, qu'il avait épaulé pour qu'il arrive au pouvoir. Donc, Guillaume Soro a démissionné de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour maintenant vouloir faire cavalier seul en vue de préparer la présidentielle de l'année 2020. Et j'estime que si des mesures appropriées ne sont pas prises pour garantir la transparence lors de ces élections, la Côte d'Ivoire va au-devant des difficultés, peut-être d'une autre crise post-électorale, qui pourra être même plus grave que celle de 2010, parce que je vous rappelle que les forces nouvelles, il avait été question, c'est-à-dire lors de la réconciliation après la crise post-électorale, que les forces nouvelles soient désarmées et intégrées dans l'armée ivoirienne. Bon, les forces nouvelles ont été effectivement intégrées dans l'armée ivoirienne, mais je doute fort de leur désarmement, puisqu'il y a des caches d'armes qui ont été découvertes au nord de la Côte d'Ivoire. C'est sûr qu'il y a d'autres caches d'armes qu'on n'a pas encore pu retrouver. Ça veut dire que les forces nouvelles, les anciennes forces nouvelles, ont encore leurs armes à portée de main. Et que si on ne prend pas garde, la crise peut encore éclater et être encore plus grave que celle de 2010-2011. Donc, il est juste question d'en appeler à la sagesse des Ivoiriens, du président Barbeau qui a été libéré. J'aurais proposé qu'il devienne comme un sage, comme on a l'habitude de dire, un sage africain auprès de qui les gens viennent demander des conseils. Mais connaissant la hargne de ces gens-là, je ne le vois pas quitter la scène politique pour être sage. Je crois qu'il attend seulement que ses ennuis judiciaires soient définitivement terminés pour rentrer en Côte d'Ivoire et se lancer aussi à la course au pouvoir politique. Donc, si on ne prend pas garde, c'est-à-dire le président Alassane Dramane Ouattara doit sortir par la grande porte de l'histoire. Et quand on lui pose la question sur la présidentielle 2020, à savoir s'il sera candidat, il dit que c'est le moment venu qu'il donnera sa réponse. Or, on sait que quand les chefs d'État disent cela, ça veut dire qu'il a l'intention de briguer encore la présidentielle. Et s'il brigue la présidentielle, on va au-devant des difficultés qui pourraient encore mettre le feu dans ce pays. Suzanne. Merci, M. Simon Yefou, pour votre participation à cette production de la revue de presse sur Frika TV. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à cette production de la revue de l'actualité africaine sur Frika TV à mercredi 8h pour une nouvelle édition. Merci.